Alors, moi, je suis très heureux. Donc, on va commencer. On a une petite 4 minutes de retard. Donc, d'abord, je souhaitais remercier l'audience. Nous sommes 25. On était sur plus de 45 inscrits. Donc, je suis vraiment très, très heureux de vous accueillir pour notre 6e webinaire Euroméditerranée à Vitem. Et donc, nos 4 panélistes, évidemment. Et nous allons traiter la question de l'eau dans les villes méditerranéennes. Donc, cette problématique de l'eau, elle est un peu bipolaire, si j'ose dire, puisque d'un côté, l'eau peut être une amie fidèle. Vous le savez bien, on a vécu des sécheresses, enfin, on continue même à les vivre, les sécheresses, puisque là, il fait anormalement chaud et sec. Donc, quand l'eau tombe, elle est bienfaitrice. Elle vient hydrater les sols, elle vient arroser les plantes, elle participe aussi au rafraîchissement de l'ensemble donc des habitants de la ville, hein, que ce soit des êtres humains ou des animaux, et quand il y en a encore, évidemment. Et en revanche, l'eau peut être une ennemie farouche, puisqu'il arrive parfois que l'eau soit extrêmement virulente, voire violente, brutale, et du fait justement que nous sommes en ville et que, comme vous le savez, en ville, les sols sont très artificialisés, eh bien l'eau s'écoule et peut provoquer des ravages terribles, des inondations. On l'a vu récemment au Pakistan. Alors au Pakistan, ce n'était même pas que dans les villes, hein, mais on l'a vu dans des villes méditerranéennes, puisque là, on va se concentrer vraiment sur tout ce qui a trait à la cité méditerranéenne. Et l'idée, justement, c'est de voir comment on peut faire en sorte de travailler, enfin de faire avec l'eau et non pas contre l'eau. Voilà, donc ça, c'est mon introduction très rapide pour permettre justement à nos interlocuteurs de pouvoir échanger. Et donc, dans l'ordre de passage, je propose que ce soit Euroméditerranée qui commence, puisque d'abord, je pense que Charles va poser un contexte, enfin, présenter un contexte et poser un certain nombre de questions auxquelles nos 3 orateurs, donc Marc Garcia, qui est le secrétaire général de l'IME et qui est commissaire de l'eau à la Confédération hydrographique du Jukar, mais il nous en dira un tout petit peu plus long sur le sujet. Puis Najet Arroy, qui travaille donc, qui est docteur en architecture, urbanisme et environnement et qui à l'université de Biskra et qui travaille au LACOMOFA, qui est un laboratoire de recherche sur les formes architecturales, et Hilaria, qui viendra clôturer. Hilaria est également docteur en environnement, en gestion et management civil et environnement. Elle donnera de meilleures précisions, je pense, à l'université de Gênes. L'idée globalement, pourquoi on a choisi cet ordre-là? Tout simplement parce qu'en fait, on va passer plutôt du général avec Charles et Marc vers le particulier avec Najet pour la ville d'Alger et Hilaria pour la ville et les quartiers de Gênes. Voilà, sans plus attendre, je propose de céder la parole à Charles et je vous souhaite à tous un très très bon webinaire. Bonjour à tous, merci Pierre pour ton introduction. Effectivement, on va commencer. Je vais vous parler un petit peu du projet d'Euroméditerranée, puisque cette question de faire la ville avec l'eau se pose de façon importante sur le territoire et nous pose plein de questions. Et donc, dans le cadre de ce webinaire qu'on a monté avec Evitem, on va essayer de chercher de bonnes expériences, de bonnes idées pour pouvoir enrichir le projet qu'on est en train de monter et puis éventuellement pour trouver de meilleures solutions que celles qu'on a imaginées. Alors, Euroméditerranée, en 2 mots, vous savez, c'est un grand territoire à Marseille, 480 hectares de projets de rénovation urbaine en proximité immédiate du centre-ville. Et le territoire qui va nous concerner ce matin, c'est le territoire que vous voyez en haut, qui est très vert, avec une rivière, ici, un petit fleuve côtier qui vient se déverser dans la mer et qui est le sujet de toutes nos préoccupations sur l'inondation. À savoir qu'à Marseille, le régime climatique est hyper brutal, il pleut très peu, enfin, très peu de jours, mais quand il pleut, il pleut très fort. Et en fait, le risque est donc un risque soudain, type un peu risque d'oued, comme on va retrouver dans la plupart des cas des autres participants ce matin, risque d'oued qui, d'une petite rivière, devient énorme et arrache tout sur son passage. Alors, la question qui s'est posée à nous, en fait, vous voyez à gauche le plan guide, donc c'est le projet qui avait été dessiné en 2011 pour l'extension de la ville sur des territoires industriels arrière-portuaires. Vous pouvez imaginer que tout ça, ça a été organisé dans les années 60 en se préoccupant peu de la géographie et des contraintes géographiques. C'était vraiment l'époque où on tartinait, on utilisait le territoire comme on pouvait et le plus rapidement possible.
Ensuite, donc, un projet a été imaginé en 2011 pour y créer un développement urbain, comme vous le voyez sur le plan, donc avec des logements, des bureaux, un parc qui était déjà pensé pour être légèrement inondable et toute une nouvelle armature urbaine. En 2019, se pose sur ce territoire le PPRI. Donc, en France, c'est le plan de prévention des risques d'inondation, qui est une servitude qui vient s'appliquer au territoire, qui prévaut sur toute autre chose, et donc qui classe le territoire en différentes zones de risque. Donc là, vous voyez notamment le risque rouge, la couleur le dit bien, c'est l'endroit le plus risqué, et les risques bleu clair et bleu foncé sont des endroits hyper contraints. Ça veut dire que sur la zone rouge, on ne peut pas construire tel que ça a été imaginé, et sur les zones bleues en général, avec des réductions importantes, voire des impossibilités pour certains programmes du type ERP, donc établissement recevant du public comme les écoles. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait une ville à cet endroit-là? Voilà, on ne peut plus la faire telle qu'on a imaginé. Donc, reprise de crayon, complètement dans l'autre sens, et on s'est dit, bah voilà, en fait, il faut voir comment la ville à cet endroit-là peut, et l'homme, peut se faire réinviter par la nature. Donc ça, c'est génial. Hein. C'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin, c'est que c'est vraiment la manière dont le risque nous contraint à reprendre en fait conscience to be fully aware again of our location within the geography of where we are. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dessiné, vous voyez à gauche, un plan hydraulique, un plan stratégique hydraulique, qui est venu définir les flux avec un parc inondable. On est même venu redécouvrir un petit ruisseau, un affluent qui vient se jeter dedans. Puis ensuite, on a regardé comment pouvait fonctionner le territoire par une disposition de flux, en imaginant après que cette structure-là, hydraulique, pouvait donner naissance à une planification de grands territoires paysagers et des paysages porteurs soit de paysages au sens propre, naturel, soit de rues sèches, soit de rues inondables. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est ensuite, dans cette idée que la ville doit être un instrument, doit se faire réinviter par la nature, elle peut aussi devenir instrument. Ici, on est vraiment dans une confrontation idéologique. Hein. On construire en zone rouge, normalement, on ne devrait pas y mettre les pieds. Donc, pour imaginer se faire adopter par le territoire, il faut bien que l'homme contribue de façon positive à son fonctionnement. Et donc ça, l'idée sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est de faire que cette ville soit un instrument hydraulique et que toute son épaisseur contribue à la gestion de l'eau, que ce soit comme une éponge. Je pense que vous avez sans doute entendu parler de ce concept de ville-éponge. La goutte qui tombe sur la ville épaisse va passer par toutes les strates de la ville pour ne pas arriver, si possible, à la mer. On est très proche de la mer, mais plutôt être capturé pour être utilisé par le végétal, pour être évapotranspiré, pour être un véritable outil de confort de vie pour les habitants. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on est en train de mettre en œuvre et qui est extrêmement intéressant puisque l'eau, le risque, vient insuffler toute une nouvelle dimension et un enrichissement dans le projet urbain, à la fois d'un point de vue de sa morphologie, d'un point de vue des usages. Qu'est-ce qu'on fait d'espaces inondables en pleine ville accessibles en métro? D'un point de vue social, parce que tout le monde aura un peu de verre de la nature, voire à mettre des bottes certains jours pour sortir de chez soi. Voilà. Et donc, c'est vraiment, me semble-t-il, un élément qui est venu enrichir considérablement le projet tel qu'il avait été imaginé. Et ce schéma au milieu, pour vous montrer qu'on est vraiment à l'embouchure du dispositif, et que l'enjeu aujourd'hui est que ce petit parc, qui n'est pas si petit, hein, puisqu'il fait entre 14 et 25 hectares, puisse irradier dans la dynamique qu'il crée sur l'ensemble du bassin versant. Et qu'au-delà des limites, il faut imaginer que ce bassin versant, en fait, il est découpé en plein de limites administratives, énormément d'opérateurs. Comment, finalement, le sujet de l'eau et du risque peut venir relier une vision collective sur le territoire. Voilà, au profit, justement, d'une mise en valeur de l'ensemble du vallon. Et donc là, vous voyez quelques images dont je vous parlais. Donc, c'est ce plan qui s'enrichit énormément et ces îlots qui deviennent par eux-mêmes vraiment des outils de gestion de la toiture qui va avoir des épaisseurs supplémentaires. On a un partenariat avec l'agence de l'eau qui finance une partie des ouvrages jusqu'au cœur d'îlot. Et ça, vraiment, pour venir créer des réceptacles d'eau. Et donc là, vous voyez, par exemple, deux exemples sur lesquels on travaille pour voir comment ce risque hydraulique génère par lui-même une physionomie future du grand parc que je vous montrais au début, une physionomie différente en fonction du type de gestion de l'eau. Là, ici, on a une gestion traditionnelle par écoulement avec un paysage assez infrastructuré d'un point de vue hydraulique. Là, on a pris le parti de faire un parc plus plat
qui utilisent le débordement comme un fait géographique, comme un fait urbain. Et en fait, on s'aperçoit que ce parc-là coûte beaucoup moins cher et beaucoup plus durable. Et aujourd'hui, la logique hydraulique nous a fait passer d'un parc que vous voyez en creux plus réduit à un grand parc plus large. Et c'est le risque hydraulique qui nous a poussé à agrandir ce parc. Et donc, toute l'inertie végétale qu'on va pouvoir trouver dans la ville. Et donc là, vous voyez par exemple une coupe sur le parc avec sa surlargeur qui va permettre d'un côté d'avoir confortablement une mise en place et un retour de la nature en ville, vraiment avec un corridor écologique et des activités liées à l'homme qui, elles, prendront place dans des secteurs inondables, potentiellement dans des grandes prairies inondables. Et donc, vous voyez l'interaction entre finalement le risque qu'on a pris au début comme éventuellement un frein sur le projet et qui d'un coup a fait découler toute une logique différente et je pense vraiment a mis à sa juste valeur le rôle du parc d'un point de vue social, écologique. Voilà. Et donc là, vous voyez les prémices. Le premier parc qu'on est en train d'aménager, qui est le sud de ce grand corridor vert, qui est le parc de Bougainville, dans lequel on commence, d'ores et déjà, il est en chantier, à remettre en valeur le ruisseau. Il y a une fête du ruisseau, le ruisseau redevient en fait finalement un être vivant de ce territoire, alors qu'il avait été oublié, canalisé, devient un être vivant et qui fait partie de la famille, la grande famille du quartier. Voilà. Donc là, vous voyez aussi quelques dispositifs sur lesquels on travaille pour vraiment contextualiser, y compris la forme urbaine des habitations pilotis. Comment est-ce qu'on fait pour imaginer des rez-de-chaussée inondables? Qu'est-ce qu'on y fait, tout simplement? Et ça va venir enrichir à la fois la forme et les usages. Voilà, vous voyez là ce grand parc, et ce que je vous disais, les prémices de tout un dispositif végétal et hydraulique qui vient innerver l'ensemble de ce territoire. Alors, je ne vais pas vous en parler plus parce que l'idée, c'est quand même d'entendre nos interlocuteurs autour de la Méditerranée. Mais moi, je voulais poser quelques questions. Je voulais leur poser quelques questions, notamment comment eux ont su sur leur territoire utiliser ce risque hydraulique au bénéfice du projet. Une autre question qui m'interpelle aussi serait de savoir jusqu'à quel point on peut s'approcher de l'eau. Parce que là, vous voyez, on va construire les pieds dans l'eau, mais jusqu'à quel point on peut s'approcher de l'eau, et notamment sur un territoire vraiment dangereux. Je pense à Ilaria, notamment, qui est en Italie, et avec leur grande expérience du risque hydraulique depuis des siècles en Ligurie. Une autre question, c'est comment le projet de l'eau peut vraiment être utilisé. C'est peut-être à Marc qui peut y répondre à la grande échelle du territoire. Voilà, comment est-ce que vous avez utilisé en Espagne ce facteur-là pour vraiment activer des réflexions collectives. Et puis ensuite, d'un point de vue plus technique, quels sont les dispositifs que vous mettez en place sur vos territoires pour contribuer à cette ville éponge dont je parlais tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des bons dispositifs que vous avez expérimentés et qui pourraient alimenter justement la réflexion qu'on porte aujourd'hui? Voilà. Merci beaucoup, Charles. Moi, je souhaiterais compléter ton questionnaire par deux types de questions qui s'adressent à toi en priorité. La première, c'est quand on a préparé ce webinaire, en fait, on avait parlé d'une identité de la ville face à l'eau. Alors, on sait que de l'eau, notamment pour les villes côtières, il y en a beaucoup. Hein. Il y a l'eau maritime, hein, les flux maritimes qui arrivent. Et puis, comme on l'a dit, effectivement, du fait de la présence de la Méditerranée, on a ces épisodes méditerranéens avec des précipitations extrêmement denses et brutales et souvent inattendues. Heureusement, les prévisions météo nous alertent là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu justement de cette identité hydraulique de la ville de Marseille? Alors ouais, c'est vrai qu'on avait parlé de ça. Alors l'eau à Marseille est arrivée en fait à la fin du 19e siècle. Il faut imaginer que c'est un territoire très aride. L'eau a été amenée et domptée par d'irrigation par le canal de Provence qui descend des Alpes. Donc ça, c'était l'eau d'irrigation qui a été célébrée au 19e siècle, un grand palais de l'eau qui est le palais Longchamp. Voilà. Donc on va dire qu'il y a une culture de l'eau qui est celle de l'eau d'irrigation et qui a permis au territoire de devenir agricole. Après, il y a quelques fontaines, mais il n'y a pas une culture de l'eau très forte comme dans le reste de la Provence. Et ensuite, sur la question de l'eau en tant que risque,
en fait, il est très peu connu, très méconnu et très peu vécu, puisqu'il est très localisé. On va dire que finalement, si l'eau en général en Provence est un élément culturel important, à Marseille, elle n'est pas tant que ça. C'est ça qui est étonnant. Et alors nous, comment on rebondit là-dessus dans le cadre du projet? Très clairement, on essaie de la faire ressortir partout. Vous avez vu, elle va être présente en fait. On va la rendre présente et on va essayer de faire en sorte qu'elle ne passe pas aussi rapidement qu'elle a l'habitude de passer. Donc, on va la faire réémerger, notamment dans beaucoup de dispositifs, à la fois des dispositifs d'arrosage. Donc, ça, on reprend l'aspect irrigation et dispositifs d'arrosage aérien. Donc, ça, on est en train d'en mettre en place dans plusieurs quartiers. On arrête d'arroser par tubes qui vieillissent plutôt assez mal et on remet l'arrosage à l'air libre, ce qui permet par exemple aux enfants de faire des petits bateaux en papier, etc. Et donc de revivre cette eau, de l'entendre, de la voir. Ensuite, sur tout ce qui est captation d'eau, en fait, on va avoir des noues paysagères qui sont implantées dans l'ensemble des nouveaux espaces publics qu'on est en train de fabriquer, qui vont créer des grands chapelets d'espaces verts avec une certaine topographie. Et donc là aussi, on va pouvoir lire finalement le principe de ces nous. On va pouvoir cheminer le long de ces nous. Voilà. Donc ça, c'est assez important aussi, et ça va avoir une répartition sur l'ensemble des espaces publics. Et c'est comme ça aussi qu'on les imagine sur le secteur que je vous ai montré tout à l'heure, le secteur qui se trouve à l'est du parc. Et puis ensuite, je vous ai quand même pas parlé du parc. Dans le parc, il faut imaginer que donc on va avoir un cheminement qui va être le long du ruisseau des Égalades. Je ne sais pas si je l'ai nommé, mais ça s'appelle le ruisseau des Égalades, qui remonte jusqu'à l'Étoile. L'idée, c'est que ce grand projet, qu'on lise ce ruisseau et qu'il devienne le fil d'Ariane d'un éventuel chemin de randonnée qui monte sur les collines derrière. Voilà. Le long de ce fil d'Ariane, on met en place des relais nature. Relais nature, ce sont des établissements, des petits équipements publics qui permettent de partager les enjeux de la nature pour toutes les générations, à la fois pour les enfants dans leur temps libre, mais aussi pour les parents le week-end. Donc ça aussi, c'est une manière de réintroduire la question de la nature et de l'eau, bien évidemment, dans la vie des gens. Et après, d'un point de vue plus, on va dire, plus immédiat, puisque vous voyez que ce projet, en fait, il va se faire d'ici 2027, 2028, on met en place des concertations marchés le long du ruisseau. Donc, on va chausser nos bottes avec les habitants, avec les élus, avec les faiseurs de projets, et on va marcher dans le ruisseau pour se faire une culture collective de ce ruisseau qui a été complètement rayé de la carte un temps donné, et pour autant qui a énormément de valeurs paysagères, de valeurs, bien sûr, vous savez, écologiques. Voilà, redécouvrir ça avec la population, de façon à capter aussi leurs avis, leurs rêves, pour que ces idées et rêves puissent atterrir dans le futur parc des Égalades et qu'on le fasse avec eux, avec notamment des phases d'aménagement provisoire. On est en train de mettre en place tout un dispositif de concertation partagé sur le parc, de façon à ce que justement la contribution collective nourrisse considérablement cet imaginaire sur l'eau et la nature dans le parc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, voilà, on essaie de fabriquer une identité forte et de la partager avec les habitants. Donc l'identité est vraiment une identité d'eau douce, pas tellement maritime, en fin de compte. Ah non, non, là on est vraiment sur l'eau douce. La mer, c'est autre chose. Voilà, la mer, c'est un autre sujet et c'est un tout petit peu décalé. Merci beaucoup, Charles. Alors, moi, j'avais une autre question, mais là, pour le coup, je voudrais donner la parole à Marc. C'était les relations que Euroméditerranée entretient avec l'agence de bassin, mais j'imagine qu'il y en a. Et comme on va parler des agences de bassin, donc je voudrais en fait, j'aimerais bien que donc Marc Garcia prenne la parole et nous explique un petit peu d'abord ce que c'est, mais je pense que tout le monde a en tête ce qu'est une agence de bassin, et surtout comment ça fonctionne, et notamment comment ça permet justement, parce que là, du coup, on va réélargir le paysage, et comment ça permet justement de faire en sorte de réduire le risque hydraulique et la meilleure venue, si j'ose dire, de la ressource hydrique. C'est à vous, Marc.
Merci beaucoup, Pierre. Justement, une question technique. Je peux pas compartir l'écran. Alors, je Partager l'écran. partager l'écran. Oui. Inès, Et ouais, vous pouvez me donner. Vous pouvez Oui, mettre votre présentation. ça y est, je peux. Ça y est. Oui, merci beaucoup. Est-ce que ben voilà. vous voyez maintenant? Oui, c'est parfait. Je vais faire Mettez-vous en plein écran sur le PowerPoint. Voilà, super. plein écran. Voilà, Et c'est génial. maintenant, vous voyez maintenant? C'est bien? Ouais. Peut-être, je vais essayer de faire. Il faut juste supprimer la diapo de droite. Voilà. Mais C'est bien pour- c'est bon comme ça. Voilà, excellent. C'est parfait, D'accord. Marc. Mais peut-être ça, je dois l'enlever, non? Non, c'est bien comme ça. On voit bien. C'est bien? On D'accord. voit bien. Bon, la question de Pierre, c'était qu'est-ce que c'est une agence de bassin? En fait, en Espagne, on a une longue tradition avec les agences de bassin. La plus ancienne a plus de 100 ans. C'est celle de l'Ebro. Et peut-être que c'est à cause de la rareté de l'eau en Espagne depuis plus d'un siècle a fait que les gens devaient s'organiser autour de la rivière pour faire la répartition de l'eau. De nos jours, ce n'est pas justement cela. Il y a plus de fonctions. Il y a des fonctions de la police de l'eau, donner des droits de l'eau, des droits pour les déversements dans la rivière après avoir traité l'eau et les grands ouvrages de l'État, c'est-à-dire des grands canaux, des grandes stations de pompage, mais surtout les grands barrages. Ça, c'est à peu près la gestion de la gestion de l'eau en Espagne. C'est donc à travers les agences de bassin et avec un double objectif. Le premier, c'est satisfaire la demande et le deuxième, c'est accomplir les objectifs environnementaux qui nous déterminent la directive cadre. Donc, ça, c'est un petit résumé de qu'est-ce que c'est une agence de bassin. Mais aujourd'hui, on est ici pour parler de la gestion des inondations ou la gestion moderne des inondations à différentes échelles. Et moi, je vais parler à l'échelle de bassin ou à l'échelle de l'État, avec des grands ouvrages. Pourquoi je dis cela? Parce que les modernes solutions, parce qu'ici en Espagne, on a une longue tradition et aussi avec les inondations. Et de plus en plus, les inondations sont là. C'est-à-dire, dans la Méditerranée, c'est clair qu'on est en train de vivre un contexte de changement climatique. Cela se traduit avec de plus en plus d'événements extrêmes. Des événements extrêmes de plus en plus sévères et de plus en plus… That are more severe and more frequent. In our language, we will say we get more flooding and even more. En Espagne, l'Espagne, c'est l'un des pays du monde qui a le plus grand nombre de barrages. Alors, c'est clair que si on a des barrages, c'est beaucoup plus facile de gestionner une inondation parce qu'on doit avoir un espace dont le barrage sont vides pour pouvoir prendre le grand débit de l'inondation et après lâcher l'eau doucement dans le temps. Mais aujourd'hui, je ne voulais pas parler de cela parce que je crois qu'on est en train maintenant de chercher de nouvelles solutions pour être plus résilient aux inondations. Alors, je vais parler de choses concrètes et pas de théorie, sinon de deux types d'expériences qu'on a eues ici dans le bassin de Júcar. Concrètement, les deux premières vont être des solutions plus ou moins dures, plus ou moins strong solutions, et les deux autres ce sont des solutions basées dans la nature. Alors, la première d'elles, c'est à Cuenca. Ce n'est pas une ville méditerranéenne, mais elle est dans un bassin méditerranéen. Alors, le climat, c'est méditerranéen, mais en fait, c'est à l'intérieur du bassin. C'est la région de Cuenca. Et là, vous pouvez voir en bleu une inondation pour une période de retour de 25 ans. C'est-à-dire, normalement, quand on travaille avec les inondations, on est en train de parler de période de retour de 100 ou 500 ans. Mais ici, on avait déjà un problème dès qu'on avait une période de retour de 25 ans. D'ailleurs, la tache bleue, c'est l'inondation de 25 ans, mais on a ici un hôpital
qui est complètement inondée. On a ici une station de pompiers, on a ici une voie et surtout on a une route avec une grande capacité. Alors, le problème qu'on avait là, c'était que la rivière était vraiment coincée entre des murs qu'on peut voir ici. Ça, c'est l'hôpital, c'est-à-dire la zone ici, ça, c'est l'hôpital. Et on avait des murs qui, une fois ils étaient dépassés, ces murs-là, on avait une inondation complètement des zones qui sont ici en bleu. Alors, ce qu'on a cherché, c'est vrai que c'est une solution dure, ce n'est pas seulement basé dans la nature, mais la réponse et la philosophie est la même. C'est-à-dire, il faut gagner de l'espace pour la rivière. Et comment est-ce qu'on a essayé de gagner de l'espace? C'est vrai qu'ici, on était coincé complètement dans un milieu urbain. Alors, on ne pouvait pas prendre beaucoup de mètres carrés pour la rivière. Alors, ce qu'on a fait, c'est déplacer le mur original qui était là. On l'a déplacé le plus qu'on pouvait. Ici, on le voit mieux. C'est-à-dire, le mur original, on l'a enlevé et on l'a déplacé juste sur le bord de l'hôpital. On a fait la même chose dans les pompiers, dans la foire. Et vous voyez le résultat, juste après avoir fait le mur, on a eu une inondation que normalement, elle aurait inondé l'hôpital complètement, et on a ici le résultat. C'est-à-dire, c'est une solution bonne. On a fait la théorie, mais après, on l'a mis en pratique et on voit les résultats. C'est-à-dire, avec cette inondation, normalement, on aurait eu des problèmes. Regardez que traditionnellement, le mur allait ici, et juste où on voit les arbres, et on a déplacé. C'est-à-dire, on a gagné beaucoup d'espace d'inondation pour cette rivière. Et la preuve, c'est qu'avec cette inondation, il n'y a pas eu une goutte dans l'hôpital. Cette forme de gagner de l'espace, on peut la voir ici un peu mieux, c'est-à-dire ça, c'était l'hôpital, le mur original, on l'a déplacé. Mais seulement avec une actuation comme ça, on ne gagne pas trop d'espace. Alors, l'autre problème qu'on avait ici, c'était un grand barrage, un barrage en fait avec une autoroute. Ce n'était pas, quand on a construit l'autoroute, on ne pensait pas qu'il allait produire l'effet barrage. Mais la réalité, c'était que l'eau rentrait par là, ça c'est le fleuve, et il y avait seulement un petit trou ici, un petit pont dans le barrage. Alors, l'eau remontait et inondait l'hôpital. Alors, on a déplacé, comme on a vu dans le slide d'avant, on a déplacé le mur, mais aussi on a perméabilisé l'autoroute. Ici, vous voyez le résultat dans la même inondation. On a fait deux grands trous, on les voit ici dans le plan, deux grands trous pour ne pas être un barrage, mais perméabiliser des infrastructures linéaires qui étaient existantes dans le terrain. Comme ça, on a pu convertir toute cette zone-là dans une zone que normalement, c'est une zone récréative, mais maintenant, quand les inondations viennent, c'est une zone récréative qui peut s'inonder. Alors, il faut beaucoup parler, c'est vrai, avec la mairie pour leur dire, il y a une zone qu'il faut sacrifier dès qu'il va y avoir des inondations. Mais le résultat a été parfait. C'est-à-dire, les voitures, on peut le voir là, avec une inondation comme ça, l'autoroute était toujours fermée. Maintenant, on peut voir que les voitures peuvent circuler, l'hôpital est complètement sèche et c'est vrai qu'on a sacrifié, et pendant le temps de l'inondation, on a sacrifié un espace que normalement c'est un parc. Mais ce n'est pas grave parce que ce ne sont pas des dommages, ce ne sont pas des grands coûts pour la mairie d'avoir une inondation dans le parc. Bon, ça c'est la première expérience. Comme cette expérience, on l'a aimée parce qu'on a traduit la théorie dans la pratique et après avoir fait les grands travaux, il y a eu une inondation, on a vu qu'il n'y avait pas de problème avec cette inondation. On est en train de répliquer un peu la même réponse. Ici, on a une petite rivière, vous la voyez par là, qu'elle rentre dans une zone totalement industrielle. Et ici, en jaune et en vert, vous voyez la tache verte, c'est la période de 10 ans et la tache jaune, c'est la période de 100 ans. Alors, ce qu'on va faire, c'est la même chose. On a déjà parlé avec la mairie pour exproprier des zones ici
et les rendre des zones de sacrifice, pour sacrifier ces zones-là du point de vue de l'inondation. On est en train maintenant de faire le projet, mais en fait, le projet, c'est faire ici, on pourrait dire comme un grand trou. Ce n'est pas un trou parce que ça va être un parc, mais en fait, si on parle dans une langue familiale, ça serait comme faire un grand trou ici et un autre grand trou là et un autre trou juste par là. Et comme ça, on veut gagner du temps surtout pour mettre d'autres solutions comme des portes imperméabilisées et juste dans les usines. Mais en fait, avec cela, on a calculé que les 100 ans, on va pas avoir une solution pour les 100 ans, mais avec les 10 ans, qu'on voit qu'aussi il y avait en vert des inondations dans le parc industriel, il ne va pas y avoir des inondations avec une période de retour de 10 ans. 100 ans, c'est vrai que pour faire face à des inondations avec une période de retour de 100 ans, il faut mettre de grands barrages ou de grandes solutions. Et peut-être ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je crois que, bon, je crois non, en fait, en parlant aussi avec les usines, avec la mairie de ce village-là, simplement avoir des inondations, traduire le risque d'inondation, d'avoir des inondations chaque 5 années, 10 années, et les avoir dans 100 années, c'est gagner beaucoup. C'est gagner beaucoup avec pas beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, c'est convertir ces zones qui sont déjà très dégradées, quelques-unes, d'autres, c'est vrai qu'il y a de l'agriculture, c'est les gagner pour faire une inondation artificielle, non? Ou sacrifier des zones concrètes pour gagner tout d'abord des inondations courtes et pour gagner du temps avec les inondations longues dans le temps. Bon, ça, ce sont deux exemples un peu durs, mais ce n'est pas faire un barrage. Et c'est vrai que quand on fait des barrages, on peut parler de périodes plus longues dans le temps, mais aussi avec des coûts non seulement économiques, mais aussi des coûts environnementaux, des coûts sociaux et beaucoup de coûts qu'il faut mettre dans les équations. Par contre, pour lutter contre les inondations avec des cours à court terme, avec 10 ans, 25 ans, on peut faire parfaitement des solutions moins dures, mais qui vont avoir une réponse rapide, et surtout pour ces courts termes. Ça, c'est dans des endroits totalement urbains. Aussi, on a d'autres solutions dans des alentours pas si urbains comme celui de la photo. La philosophie est toujours la même, c'est gagner de l'espace pour la rivière. On a des zones qui sont complètement dégradées, avec notamment des espèces invasives, et notre philosophie, c'est un peu la même, c'est gagner le plus possible de l'espace pour la rivière, et enlever en plus les espèces invasives, comme c'est la Rhododendron, c'est la canne commune, et après revégéter avec des espèces natives, des espèces méditerranéennes, qui vont lutter naturellement contre les effets les plus dangereux des inondations, que c'est la vitesse. C'est vrai qu'ici, avec les espèces invasives, on n'a pas de vitesse du débit, mais il y a trop de place prise dans la rivière. Par contre, si on a des espèces naturelles, ça c'est le résultat, c'est la même photo. Si vous voyez les deux arbres ici, on les repère ici. Et on a gagné de l'espace dans la rivière, mais aussi on a mis des solutions vertes, c'est-à-dire on n'a pas fait un canal de cette rivière, on a fait une rivière. On a reconverti un ancien fleuve totalement dégradé dans un fleuve avec des espèces naturelles qui vont elles-mêmes lutter contre la vitesse des débits, et on croit, on est en train de comprover que c'est une bonne solution. D'autres problèmes qu'on trouve dans nos rivières, c'est les anciens barrages. Les barrages qui maintenant ont aucune fonction depuis beaucoup d'années. C'est vrai que j'ai commencé disant que les barrages, c'était une vraie solution contre les inondations à long terme. Mais ici, je suis en train de parler de petits barrages qui, normalement, ils sont déjà colmatés totalement. Ils sont colmatés, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'usage
de ces barrages, alors on est en train de les enlever. De les enlever, pourquoi? Parce que c'est la même raison. On veut gagner de l'espace pour la rivière et on veut qu'il n'y ait pas des espèces invasives dans nos rivières. Et quand on a des barrages, ce sont des barrages surtout pour les solides. Les solides restent au haut du barrage et ne circulent pas dans notre rivière. Alors, on est en train de donner de la continuité et de rendre plus naturelles nos rivières pour lutter contre les inondations. Bon, ça, ce sont les 4 exemples que je voulais vous montrer. Et l'autre jour, dans la préparation de la conférence, vous m'avez dit aussi de vous parler d'autres solutions qu'on était en train de faire de nos jours pour réapprofiter l'eau. C'est vrai qu'on est en train de parler d'inondation dans ce contexte de changement climatique, mais aussi il faut parler de sécheresse. Alors, une autre opportunité qu'on a avec les inondations, c'est faire une réutilisation de l'eau. Alors, c'est un projet qu'on est en train de rédiger maintenant. C'est la dernière slide. Ici, on a la ville de Valence, vous voyez le port de Valence, et ici, on a un parc naturel, c'est le parc naturel de l'Albufera. Alors, de nos jours, on a un vrai problème avec les inondations ou les grands débits d'eau si vous voyez là, c'est une ceinture industrielle et urbaine autour de l'Albufera. Quand on a des inondations de nos jours, tout l'eau noire et l'eau de pluviale est en train d'arriver de nos jours dans l'Albufera. Alors ça pose des grands problèmes d'inondation et des grands problèmes de contamination de l'Albufera. Alors de nos jours, on est en train déjà de construire là en rose, et c'est déjà en exécution, et c'est un intercepteur des eaux pluviales et des eaux mélangées qui n'ont pas pu être traitées dans les stations de d'épuration que de nos jours est là. Alors, on est en train de construire là de nos jours en rose, et la chose qu'on est en train de projeter maintenant, c'est une station de pompage et une nouvelle station de traitement. De cette façon, ces eaux pluviales avec mélange des eaux noires vont être envoyées dans cette station de pompage et à la fois dans cette station de traitement. Comme ça, on pourra avoir ici un réusage de l'eau dans toutes ces zones agricoles. On est en train de parler maintenant avec les agriculteurs et ils veulent cette eau parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans cette zone-là. Et les rejets qui vont être bons du point de vue de la qualité pourraient être envoyés dans le lac de l'Albufera. Et les autres rejets qui ne sont pas bons pour l'Albufera parce qu'ils ont un petit peu de phosphate seront envoyés par un nouveau collecteur en violet directement dans la mer. Alors, c'est une autre expérience qu'on a aussi avec les inondations et réutiliser ou reprofiter de plus en plus ces eaux d'inondation. Bon, ça, ce sont des expériences que j'ai pris dans notre bassin, mais on en a beaucoup. Alors, on pourrait être en train de parler beaucoup de temps, mais je crois que je me suis ajusté dans le temps. Et je ne sais pas si vous avez des questions, je suis ouvert à répondre. Merci beaucoup, Marc. C'est extraordinaire ce que vous faites. Franchement, on voit effectivement, on sent qu'il y a une très, très ancienne expérience de l'agence de bassin, d'une part, mais aussi de la ville de Valencia. Et la préservation du parc est effectivement très, très importante, ça c'est sûr. Marc, il faut que vous départagiez votre… oui, parce que sinon on voit tous vos rendez-vous, là, ce n'est pas possible. Moi, ce que je retiens et ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est, et vous l'avez répété plusieurs fois, c'est cette capacité justement à gagner du temps et à gagner de l'espace. Et on voit bien que, et c'est un petit peu le problème auquel on se heurte, hein, on voit bien qu'on a des crues décennales tous les 10 ans, on a des crues tous les quarts de siècle, tous les 25 ans. Donc celle-là, petit à petit, on se rend compte que vous êtes en capacité, et c'est vraiment extrêmement, extrêmement bien vu, ce que vous nous avez montré autour de l'hôpital. C'est là, visiblement, ça a super bien marché. En revanche, la crue centenale, c'est-à-dire celle qui vient tous les 100 ans,
elle est, voilà, celle-là, ben, c'est un petit peu comme ce qui se passe à Paris. On a vu la dernière crue de 1910 et maintenant les Parisiens sont terrorisés à l'idée que peut-être il va y avoir, puisqu'elle est centenale, une crue qui devrait pas tarder à arriver. On verra bien si c'est le cas ou pas. En tout cas, on ne leur souhaite pas. En revanche, et ça, il faut pas l'oublier, c'est vrai qu'il y a des épisodes qui sont extrêmement brutaux. On témoigne justement ce qui s'était passé dans la vallée de la Roya, où là, les torrents se mettent à dévaler et plus rien ne peut les arrêter. Donc là, pour le coup, effectivement, le risque hydraulique, il reste extrêmement important. Mais bon, la Roya, enfin, il y avait des petites villes, puisque c'est allé jusqu'à Nice. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est fait dans les grandes villes méditerranéennes, on se rend compte que c'est extrêmement porteur, extrêmement puissant. Alors, et merci beaucoup pour ça, Marc. On va passer à la présentation de Najette. Alors, je vous demande un petit peu de douceur avec Najette parce que malheureusement, elle est malade. Oui, voilà. Je le dis, Najette, parce que je sais que vous êtes… Un traitement de faveur aujourd'hui. Un traitement de faveur. Elle n'est pas très en forme, donc je sais que Najette est très timide. Et donc, du coup, je sais qu'elle n'aura pas osé le dire. Donc, on vous écoute, Najette, sur votre expertise et votre expérience sur la ville d'Alger. Oui, merci beaucoup. Je vais essayer donc de partager mon écran. D'abord, je dois le mettre en plein écran avant de partager, il me semble. Oui, mais il faut aussi que vous leviez un petit peu votre caméra parce que sinon, on voit votre magnifique collier. Oui, mais sinon, je ne vois plus mon… Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais. Mais là, vous ne voyez rien du tout. Là, c'est parfait. Là, c'est c'est parfait? Oui. Ah, c'était bien? Alors, non. Maintenant, c'est bien. C'est bien pour l'écran ou pour moi? Non. Remontez un peu, Najette, remontez. La position. Oui. Voilà, vous ne bougez plus, s'il vous plaît. Et vous arrivez à voir mon écran? Alors non, pas encore. Oui, pas encore. Eh ben, c'est parce que je dois revenir à… Mais Inès peut le faire si vous préférez, Najette. Attendez, juste un moment, s'il vous plaît. Voilà, je mets plein écran. Non, je dois d'abord revenir là, partager. Et puis, voilà. Normalement, ça va venir. Oui, ça vient. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Excellent. On vous écoute, Najette, et merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, je dis bonjour à tous en français et en anglais. Donc, good morning for everybody. I would like to talk this morning about my… Ce matin, j'aimerais parler de ma ville natale, d'Alger, comme étude de cas de ville côtière méditerranéenne, parce que nous avons de nombreux petits fleuves et petites rivières. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on appelle souvent Alger la Blanche. Ce tableau remonte au début du 19e siècle. La ville autour de Greenhithe et autour, vous pouvez voir aujourd'hui la ville qui est complètement urbanisée jusqu'à la plaine. Plus de chances de me faire comprendre. Najette, pardonnez-moi de vous interrompre. Najette, pardonnez-moi de vous interrompre. Oui. Vous avez changé de slide là parce qu'on ne l'a pas vu encore. Oui, on est toujours sur le slide de présentation. Living by the River. Oui. Parce que vous parlez d'un tableau et en fait, il n'apparaît pas à l'écran. Oui, ce n'est pas un tableau, mais c'est plutôt des… Attendez, il faut que je sorte. Comment ça se fait? Je sais pas, comme ça, vous arrivez, vous l'avez? On est toujours sur le titre, sur le slide d'ouverture, Najette. Ah bon. Attendez, voir. Qu'est-ce qui se passe alors? On peut fermer ça. Vous voulez que je partage? Oui, donc je préfère. Là, on a votre fond d'écran avec les Edelweiss. Ouais. Ah non, c'est du jasmin. Oui, c'était un petit test pour vérifier. Voilà. Si donc, vous le faites, Inès ou… Oui, il faut juste que Inès va prendre la main. Fermez votre partage d'écran. Oui, je vais fermer le mien. Merci, Najette. Voilà. Merci à vous, pardon. En revanche, si vous… Voilà.
Ah oui, Voilà. allez-y. Najat, remontez encore un peu votre caméra, s'il vous plaît. Ah, mais c'est que je ne vois pas mon écran après. J'ai Ah. 2 écrans, donc je dois voir celui qui est… Voilà, Ah, bon. je vois celui-là. Donc, ce qu'on voit en haut, c'est une peinture qui date du début du 19e siècle. On voit tout en haut donc une tache blanche, c'est Alger la Blanche, c'est la ville historique. Et puis les plaines qui ne sont pas encore urbanisées, on trouve quelques résidences secondaires qui se trouvent sur les collines, et seulement ça. Et un siècle plus tard, donc on voit que la plaine et les collines environnantes ont été urbanisées. Donc on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. So before the 19th century, the water Donc, supply… avant le 19e siècle, le système d'approvisionnement en eau était un système d'eau qui venait des fleuves avoisinants et de 5 aqueducs principaux. Ici, on peut voir que le centre historique a grandi entre 2 zones principales, le nord-est et le nord-ouest, avec différents centres. On peut voir ici sur la première carte que les routes sont toutes dirigées vers la mer en suivant le fleuve. Cela facilite le drainage et réduit les risques d'inondation au sein d'un certain périmètre. Donc, sur cette carte ici, la trame urbaine et comment les petites ruelles étroites et sinueuses donc, qui traversent et qui desservent la ville sont toutes orientées suivant la pente et les talwegs des petites rivières qui traversaient la ville, qui est restée donc, pendant plusieurs siècles, du 10e siècle, c'est-à-dire de l'époque de Beni Mezrana où elle est devenue une véritable ville jusqu'à la période ottomane et jusqu'à la veille de la colonisation française. Donc, elle se développe uniquement à l'intérieur de ce périmètre-là. Et ce qu'on voit ici, ce sont les principaux aqueducs qui alimentaient la ville, donc qui allaient alimenter les fontaines publiques, puis certains équipements majeurs, avant d'aller… donc, il y avait un stockage aussi qui était stocké donc, dans de grands bassins, de grandes citernes qui desservaient la population. Donc, on peut aller à la diapositive suivante. So from that time up to now, donc depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, l'image de la ville a été très modifiée, comme on l'a vu. Aujourd'hui, le pays souffre de pénurie d'eau, de pollution et de sécheresse, en plus de l'exposition naturelle à des risques hydrométéorologiques, donc des pénuries d'eau et des inondations. Cette évolution et cette historique, cette évolution urbaine fait qu'aujourd'hui, la ville est exposée à des risques liés à l'eau, en plus des événements naturels auxquels le site est naturellement exposé, qui sont donc la sécheresse et les inondations. Donc, nous avons un increasing water demand, donc on a une augmentation de la demande du volume en eau potable, donc notamment, et une urbanisation intense qui fait que beaucoup de surface, de plus grande surface est devenue imperméable. Donc, il y a le risque de pollution et d'inondation qui est accru. Ce qui fait que souvent, on a des rejets donc d'eau usée, d'eau de ce que vient de présenter Marc, donc d'eau usée mélangée aux eaux pluviales qui vont se décharger, donc qui vont être drainées par le système d'assainissement et qui vont augmenter le risque de pollution environnementale et de dégradation environnementale. Et d'ailleurs, comme exemple, nous avons eu un épisode de contamination qui a provoqué une épidémie de choléra en 2018, qui a été vite cernée parce que c'était l'été. Il y a des inondations récurrentes à Usende, qui est une commune côtière, donc qui est au niveau 0 pratiquement. Et puis, les fameuses inondations de Bab el-Oued en 2001, qui sont restées dans la mémoire des habitants d'Alger, puisque ça a provoqué des milliers, disons des centaines de victimes et énormément de dégâts matériels.
On peut aller à la diapositive suivante, s'il vous plaît. So regarding the climate change scenario, we can expect an increasing vulnerability. Donc ici, on peut s'attendre à une vulnérabilité plus élevée aux risques hydrométéorologiques et aux risques associés. Cela implique encore plus de rareté de l'eau et d'événements Encore des événements plus intenses en termes d'événements hydrométéorologiques, c'est-à-dire d'inondations et de sécheresse, et par conséquent, plus de pénurie d'eau, plus de contamination et plus d'inondations urbaines. Et comme vous le savez, il y a aujourd'hui un scénario spécifique à la Méditerranée et Alger, notamment le nord de l'Algérie, est tout à fait dans la zone de risque majeur, on va dire. Donc, c'est un risque notable. Voilà, on peut aller à la diapositive suivante, s'il vous plaît. So the aggravating factors are due to human activities, as we know. The urban water cycle. Alors, comme vous le savez, le cycle urbain de l'eau est connecté au cycle de l'eau global. C'est ce que l'on appelle la phase continentale du cycle de l'eau. On a notamment la pollution de l'eau. Avec ces principales 4 phases qui sont, il n'y en a pas de première, hein, mais on va les exposer comme ça. Donc, il y a l'évaporation, la convection, les précipitations et la collection, donc ou le stockage ou l'infiltration de l'eau, et qui fait que les activités humaines ou notre présence sur les territoires va intervenir dans la phase continentale, principalement, c'est-à-dire après les précipitations, juste après les précipitations et juste avant la collection ou l'infiltration. Donc, c'est à ce moment-là que nos activités, notre présence interfèrent avec le cycle de l'eau, pas en créant des obstructions, c'est-à-dire en interrompant le parcours naturel de l'eau et aussi en provoquant de la pollution puisque nous rejetons une eau usée après usage. Voilà, donc on peut aller à la diapositive suivante. Donc, cette présentation, je tiens à le dire, en fait, en réponse à l'attente peut-être de Charles et de l'auditoire, c'est qu'en urbanisme, nous n'avons pas de recette, nous n'avons pas de solution ou de modèle de solution. Hein, ce que je présente ici est une démarche qui est applicable dans tous les cas, mais qui doit être adaptée et donc pour trouver des solutions atypiques parce que chaque cas est atypique et comme la médecine aujourd'hui sort un peu des traitements typiques et qu'elle va chercher un traitement vraiment spécifique et personnalisé. So, how could we deal with urban water issues? Donc, comment gérer le problème de l'eau urbaine? Simplement en respectueux du cycle et des dynamiques de l'eau naturelle. Notre capacité importante ici, ce serait de ne pas permettre au cycle de l'eau d'entrer dans les dynamiques de la zone urbaine. Ce qui a été fait en Espagne, c'est tout simplement de redonner à la nature son espace, ce que nous avions confisqué, en prenant un risque, en nous installant sur l'espace ou la géographie de l'eau, sur les périmètres ou les surfaces ou les territoires qui sont habituellement ceux de l'eau, parce que l'eau est aussi un élément naturel ou un système plutôt naturel dynamique, donc il a besoin d'espace et de temps à travers le temps. C'est tout simplement ne pas interférer avec ce système. Il n'y a pas d'autre solution. Et lorsque nous établissons, donc ici les images que l'on voit, c'est ceux de Radaya que M. Massis connaît bien, c'est tout simplement, on voit sur la première image à gauche que l'établissement historique, traditionnel, s'est bien installé au-dessus d'une colline. On voit là le fameux minaret qui le signale d'ailleurs. Donc, les premiers habitants se sont installés loin de l'espace de l'eau. C'est ce qui a réduit le risque, parce que le risque existe lorsqu'il y a enjeu humain essentiellement.
Et deuxièmement, donc le deuxième principe, c'est aussi de tenir ou d'installer les établissements urbains ou de tenir, de faire en sorte que le phénomène naturel ne s'étende pas vers les établissements urbains, c'est-à-dire réduire l'exposition en quelque sorte, ne pas être sur son parcours. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, la catastrophe arrive, c'est-à-dire que lorsque l'eau viendra, et c'est tout naturel, elle ne fait que suivre son parcours, elle va emporter les personnes et les biens, et faune et flore compris. Donc, ce qu'il faut faire, c'est préparer, non seulement éviter l'exposition, mais aussi renforcer la résilience, c'est-à-dire se préparer à ces événements, puisque nous parlons ici de l'inondation, tout simplement en évitant donc d'être sur son parcours, mais aussi en prenant certaines précautions qui font que, de sorte à ne pas se fragiliser, c'est-à-dire de sorte à ne pas être emportable, si je puis dire ainsi, par un fort débit d'eau. Voilà. Donc, cette démarche-là, c'est ce qu'on appelle la démarche systémique, c'est-à-dire ne pas prendre en compte uniquement une portion de la rivière, ni son lit mineur, mais plutôt, considérer la rivière comme un hydrosystème. C'est ce qu'on va voir il va être illustré dans la diapositive suivante. Pardon, je veux juste rester un peu là. Donc, et comment on se prépare, comment on évite l'exposition, comment on évite d'aggraver notre fragilité et renforcer notre résilience, c'est essentiellement et en priorité par des mesures passives, c'est-à-dire juste avec des mesures de bon sens, le fait de s'éloigner, le fait de se surélever. Ça, ce sont des mesures passives et elles sont, j'insiste un peu sur ça, elles sont spécifiques à un site. Ce sont des mesures qui ne peuvent pas être reproduites. Bon, il y a bien sûr des mesures qui sont un peu générales, mais on va les adapter à chaque site. Voilà, donc si on peut aller à la diapositive suivante, s'il vous plaît. So, any other measures should deal with both surface. Donc ici, les mesures devraient traiter de eaux de surface et en souterraine, donc d'aval en amont, qui vont au-delà des frontières administratives sur le bassin versant. Qui se trouve un petit peu à l'extrémité de la ville d'Alger, qu'on appelle Hammam Louane. Donc, on peut voir les montagnes environnantes, les collines, on peut voir les implantations, les établissements humains qui sont, entre parenthèses, beaucoup sont informels et donc anarchiques, je dirais, puisque ça n'a pas été planifié ni prévu dans le cadre d'un PPRI, donc on ne prend pas compte du tout du PPRI, si ce n'est par la mémoire populaire qui est aussi importante, du moins. Donc, on peut le voir que ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on travaille sur une rivière, il faut prendre en compte toute la rivière, tout le système de la rivière, c'est-à-dire de son origine, de la source jusqu'à son embouchure et la succession et toutes les plaines d'inondation, c'est-à-dire son lit mineur, le lit moyen et le lit majeur. Tout ça sont les espaces dynamiques de la rivière et tout ça doit être pris en compte avec différentes mesures qui seront hiérarchisées selon la localisation. Voilà, donc on peut aller à la diapositive suivante, s'il vous plaît. So, the objective of Donc, l'objectif de tout projet urbain, c'est de contribuer à la conservation, à la protection, à la restauration de tout corps d'eau. Donc, ça veut dire sa géomorphologie, ses dynamiques et sa biodiversité, comme cela est régulé par les conventions Ramsar. Donc, beaucoup de guidelines, c'est-à-dire d'orientation, des conseils, des recommandations qui concernent les zones humides dont font partie les rivières. Et on peut voir, quelle que soit la zone humide d'ailleurs, qu'elle soit artificielle ou naturelle, puisque la convention Ramsar parle des deux, y compris les zones côtières, c'est-à-dire la mer, les zones qui sont près de la mer. Donc, il faut faire en sorte de conserver ou restaurer, s'il y a lieu, le relief, la géomorphologie de la rivière,
en gardant à l'esprit que de toutes les façons, c'est un hydrosystème qui est dynamique, c'est-à-dire qui évolue lui aussi à travers le temps. Donc, la géomorphologie aussi va évoluer. Nous savons qu'il y a de l'érosion. La rivière va éroder donc les rives qui seront de plus en plus, et les méandres il peut y avoir un mouvement de terrain, donc il y a des modifications à travers le temps. Il y a aussi ce que Marc a justement souligné tout à l'heure, c'est le débit de l'eau. Donc nous avons des volumes d'étiage, nous avons des volumes d'eau ou des débits suite à des précipitations intenses ou non, ou un débit ordinaire. Il y a aussi une vie aquatique. Donc tout ça doit être pris en compte. Lorsqu'on parle de la rivière, ce n'est pas uniquement de l'eau, ce n'est pas un parcours d'eau sur une portion donnée. C'est non seulement un hydrosystème, mais aussi une géomorphologie, une dynamique, bien entendu, et une biodiversité, c'est-à-dire une vie, faune et flore, qui doit être prise en compte. Donc, c'est tout un système, c'est un hydrosystème qui est associé à un système géologique ou géomorphologique. Voilà, donc si on peut aller à la rivière, pardon, à la diapositive suivante. So, the suitable urban eco-design practice. Donc, l'éco-design urbain parle d'un design qui soit sensible à l'environnement urbain pour trouver les meilleures solutions basées sur la nature pour protéger de l'action de l'eau. Le développement durable, ce n'est pas nouveau, mais nous sommes en train de le conceptualiser ou d'en faire un cadre, de le formaliser de sorte à ce qu'il devienne plus usuel pour les professionnels. Donc, c'est ce qu'on appelle Urban Eco-Design, et plus spécifiquement pour ce qui concerne l'eau, c'est le Water Sensitive Urban Design ou l'aménagement et la planification urbaine qui est favorable à cet hydrosystème, pas seulement au parcours. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut souligner. Donc, nous avions un système naturel de l'eau. Il y a comme une greffe qui vient se connecter à ce système, le système urbain de l'eau, the Urban Water Cycle, et c'est au moment où se croisent ces deux systèmes que le risque existe. Et c'est à ce moment-là ou à ce niveau-là que l'urbanisme et l'architecture peuvent agir, c'est-à-dire en réduisant les risques de contamination, les risques de pollution, les risques d'aggravation de la vulnérabilité. Et quand on parle de vulnérabilité, ce n'est pas seulement la société, ce n'est pas seulement la vulnérabilité sociale, mais c'est aussi la vulnérabilité environnementale. Donc, le Water Sensitive Urban Design permet justement de récupérer et encourage ou favorise le retour d'un certain volume d'eau vers son cycle naturel. Évidemment, il y a une grande quantité d'eau qui ne peut pas retourner directement puisqu'elle est polluée ou contaminée et qui doit être traitée et, dans ce cadre-là, éventuellement réutilisée dans l'irrigation, dans le nettoyage urbain, public, etc. Voilà. Donc, on peut aller, s'il vous plaît, voilà. As an example, let's sit, comme exemple, vous avez la rivière d'Al-Arash qui est âgée, qui est assez célèbre, où il y avait beaucoup de contamination en raison des déchets qui se retrouvaient dans cette eau. Et nous avons bien entendu, cela a justifié le projet qui a été mené. En fait, elle traverse la plaine d'Alger et pas la ville historique, et qui n'était pas du tout, donc la plaine n'était pas du tout urbanisée jusqu'au début du 19e siècle. Donc, le Harrach, qui est tristement célèbre par ses inondations, par la contamination, qui a commencé à partir des années 60, lorsqu'on a commencé à installer des établissements industriels. Donc, vous voyez ici, ce sont des images, des photos qui ont été prises en 2009. C'était juste avant le lancement du fameux projet d'aménagement des rives de l'Harrach. Donc, on voit qu'il y a des rejets d'eau usée brute. Il y a de l'habitat informel qui rejette ces eaux domestiques. Il y a des décharges sauvages, y compris de déchets solides. Et puis, on voit en temps de pluie comment le réseau déborde
et provoque des inondations. Donc, il charrie absolument tout et tout ça va vers la mer ou reste dans la rivière. Et donc, ce n'était pas du tout une rivière saine. Donc, quelque temps avant, ces photos ont été prises quelque temps avant le lancement du projet d'aménagement des rives de Oued el-Harraj. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, beautiful. Najat, oui. Pardonnez-moi de vous interrompre. En fait, Hilaria doit absolument nous quitter à 11h30. Donc, oui. Voilà, si on peut juste… Il m'en reste 2. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci, pardon. Donc, that beautiful project consists Donc, ce magnifique projet consiste à recréer des zones vertes et des espaces verts et la restauration de la rivière et de son cours d'origine. Le problème avec ce projet, c'est que vous avez un design multicolore qui ne prend pas en compte le système de vallée entier de la rivière et qui intègre 2 villes, Alger et Blida. Il considère uniquement ou prend en compte uniquement les frontières ou les délimitations d'Alger. Bien entendu, cela peut résulter dans de nouveaux risques et des risques aggravés qui sont certainement attendus. Malheureusement, ne prend en compte que les limites administratives d'Alger. Il ne va pas jusqu'à l'origine ou à la source de la rivière, donc c'est-à-dire à la wilaya suivante. Donc, aussi beau soit-il, aussi intéressant, aussi riche soit-il comme programme, il risque de créer de nouveaux, enfin, il peut créer de nouveaux risques ou aggraver ceux qui existent déjà, avec même s'il a prévu des aires c'est-à-dire qu'il restaure certaines parties de plaines inondables autour de la rivière. Donc, on va aller à la dernière… Le dernier mot, je vais le dire en français, c'est que nous avons besoin de considérer lorsqu'on travaille sur une rivière, bien entendu, le bassin versant ou le sous-bassin versant, c'est-à-dire prendre compte de la rivière, de sa source jusqu'à son exutoire, et puis sa plaine inondable jusqu'à la plaine majeure, le lit majeur plutôt, et adapter a priori les aménagements urbains. C'est-à-dire prendre en compte la force et la dynamique de l'eau avant de planifier un projet et vivre en harmonie et pas en rapport de force avec la rivière. Parce que si ce n'est pas le cas, si on doit agir a posteriori, comme c'est probablement le cas, enfin, ce que vient de présenter Charles, c'est que si nous agissons après, il y a des solutions, oui, utiliser ce sont des solutions symptomatiques. Donc, on va utiliser, par exemple, un revêtement de chaussée qui soit perméable, drainer les îlots vers des aires de rétention, des espaces verts, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est de prendre compte de la mémoire populaire. Il me semble que pour le projet Euroméditerranée en particulier, dans le quartier des Crottes, j'avais remarqué des entrées de maisons qui avaient été surélevées de 2 et 3 marches suite aux fréquentes inondations. Donc, les habitants ont une mémoire de ces événements-là, de ces inondations, et vous faites bien d'ailleurs de le rappeler que vous souhaitez mobiliser cette mémoire. Je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Voilà. Je pense avoir dit l'essentiel. Merci. Merci beaucoup, Najat. Alors, ce qu'on retient effectivement, et ce qu'on retient depuis le début à travers vos 3 présentations, c'est que quoi qu'on fasse, de toute façon, la rivière est plus forte que l'homme. Donc, il faut impérativement, comme vous dites, et vous le dites très bien, Najat, et merci beaucoup pour cette présentation qui est extrêmement complète, que ce soit à Alger, que ce soit à Valencia, que ce soit à Marseille, on se rend bien compte que finalement, il faut respecter le cours de la rivière. Sinon, la contrepartie, c'est soit on a ce problème de pollution, on a ce problème d'inondation, ou alors on est obligé d'avoir et de l'espace et du temps, comme le disait Marc. Voilà. Je propose qu'on passe tout de suite à Hilaria. Désolé, Hilaria, pour le… oui, il est déjà 11h15 et on avait promis d'arrêter à 11h30, mais je pense qu'on pourra dépasser un petit peu et puis on verra si nos interprètes nous
nous quitte en cours de temps ou pas. Hein. C'est ça, Inès, le problème, c'est surtout pour la traduction, puisque c'est… Non, non, vu qu'on en a deux, ils peuvent rester. Ah bon, bah alors tout va bien, c'est magnifique. Merci, merci Inès, et merci encore à nos traducteurs, traductrices. Voilà, c'est à vous, Hilaria, avec plaisir. Thank you, Pierre, and thank you for… Merci Pierre, merci beaucoup de m'avoir invité à ce webinaire très intéressant. Je pense que c'est important d'essayer de promouvoir l'échange d'idées, principalement entre chercheurs et autorités locales, pour pouvoir travailler ensemble afin d'atteindre le même objectif. Premièrement, quelques mots sur moi. Je suis professeur associé d'hydrologie et de structure hydraulique. Pendant cette présentation, j'aimerais parler de l'expérience que nous avons organisée dans le projet TRIG-Eau, qui a impliqué notamment comme partenaires les habitants de la région. Alors, désolée, je vais essayer de passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors, pour vous présenter le sujet de cette présentation, j'aimerais tout d'abord poser quelques questions. En fait, ces questions sont toujours des questions ouvertes qui font l'objet d'un débat entre les chercheurs et les partenaires. Et comme vous pouvez le voir ici à l'écran, la première question est la suivante. Quelles sont les solutions techniques que je peux mettre en œuvre pour améliorer le cycle hydrologique à l'échelle de la zone urbaine résidentielle? Et on vient de voir cette image dans la présentation de Najette. Et donc, la deuxième question est la suivante. Quels sont les effets auxquels je peux m'attendre après l'installation à large échelle de solutions basées sur la nature? Et puis, finalement, comment est-ce que je peux sélectionner la combinaison de différentes solutions durables pour atteindre un risque hydraulique acceptable? Et bien sûr, je vais essayer d'offrir le soutien nécessaire pour répondre à ces questions essentielles par le biais de l'expérience de notre projet TRIG-Eau. Avant de passer au cœur de la présentation, j'aimerais d'abord souligner différents concepts de référence qui ont bien sûr été introduits par les autres orateurs, mais j'aimerais revenir sur des points essentiels à notre projet. Premièrement, qu'en est-il des solutions fondées sur la nature? Eh bien, ce sont des solutions techniques qui sont inspirées par la nature et soutenues par cette dernière, qui sont rentables et qui offrent simultanément des services de l'écosystème et aident à construire, à renforcer la résilience. Les solutions fondées sur la nature ont été introduites initialement comme solutions locales dans le cadre de solutions de systèmes de drainage urbain. Ce type de solutions ont été conçues au départ pour maximiser les opportunités et les bénéfices du contrôle sûr de la gestion des eaux pluviales. Le concept de drainage urbain durable a été annoncé et mis en œuvre en reconnaissant le rôle que les solutions fondées sur la nature peuvent jouer dans la gestion holistique des ressources en eau urbaine. De ce fait, les solutions fondées sur la nature ont étendu en fait le concept de solutions de drainage urbain pour produire un cadre quantitatif systématique pour l'utilisation de l'ensemble des services de l'écosystème. Et si vous vous penchez sur les chiffres ici à droite de l'écran, vous pouvez directement vous rendre compte
que dans le contexte urbain, les services de l'écosystème offrent une manière d'atténuer les risques, pas seulement les risques liés à l'eau, mais aussi la pression de l'urbanisation comme la pollution de l'air et l'efficacité ou la rareté des ressources. Dans cette représentation graphique que vous voyez à l'écran, vous avez un aperçu de l'ensemble des solutions de contrôle des eaux pluviales qui peuvent être mises en œuvre dans le contexte urbain. Plus particulièrement, en allant du côté gauche au côté droit, vous passez des solutions mécaniques qui promeuvent le contrôle des inondations, des processus de détention et de rétention, et on passe à des solutions fondées sur la nature qui se concentrent sur la filtration et les traitements d'infiltration. Et puis, en passant du bas au haut de l'écran, vous pouvez voir les différentes solutions et comment ces dernières peuvent soutenir le volume d'eau qui est géré. Alors, maintenant, nous avons de nombreux exemples pour ce que vraiment ça implique, ce que les inondations impliquent, mais je voudrais aussi parler des impacts en termes de pollution, parce que dans nos villes, malheureusement, nous faisons toujours face à ces deux défis. Le concept de risque est malheureusement bien connu de chacun et chacune d'entre nous et est défini comme la probabilité de conséquences désastreuses ou de pertes résultant d'interactions entre les risques naturels et les conditions vulnérables. Alors, les risques apparaissent en multipliant trois choses, les risques, la vulnérabilité et l'exposition. Dans le bassin versant urbain, nous avons une mesure directe du risque hydraulique en calculant simplement la zone inondable ou la présence de zones inondables d'un point de vue historique. Si l'on part du concept de risque, il est aussi important de définir deux autres niveaux de risque, le risque résiduel et le risque acceptable. Le risque résiduel fait référence au risque hydraulique restant après la mise en place des mesures d'atténuation des risques. Alors que le concept de risque acceptable se fonde sur le principe de l'équilibre entre les risques et les avantages pour la société. En d'autres termes, le coût impliqué dans la réduction des risques serait disproportionné aux bénéfices obtenus. Donc ici, on doit se rappeler que le risque zéro n'existe pas, ou en tout cas pas dans un monde réel. Donc, après ce petit aperçu rapide, je voulais vous présenter le projet Trigo pour illustrer comment il a contribué à la réponse aux questions initialement posées. Alors, il a été développé à partir de 2017 jusqu'en 2020 et l'objectif principal du projet était de renforcer la résilience des territoires français et italiens exposés aux risques hydrogéologiques et hydrauliques en faisant la promotion de la mise en œuvre de stratégies de gestion de l'eau au niveau régional et au niveau local. Plus particulièrement, l'une des composantes du projet visait à évaluer l'impact des solutions fondées sur la nature à l'échelle du bassin versant pour atténuer les risques dans les territoires concernés. En tenant compte de ces différentes difficultés, de ces différents défis, on a mis en place un système
avec pour objectif d'évaluer l'impact potentiel de solutions fondées sur la nature en mise en œuvre au niveau du paysage urbain. Plus particulièrement, cela a été fait par le biais de la plateforme WebGIS qui est disponible grâce au lien que vous avez dans le haut de votre écran en français et en italien. Et donc, cette plateforme a été mise en œuvre avec les objectifs suivants. Sensibiliser à la question de la gestion des eaux pluviales et promouvoir l'utilisation des solutions fondées sur la nature, évaluer les conditions actuelles de risque d'inondation, définir et sélectionner les scénarios d'intervention et évaluer les conditions de risque résiduels. La plateforme Trigo a été configurée comme une application WebGIS qui inclut le modèle de gestion des eaux fluviales de l'EPA. L'architecture globale de la plateforme consiste en 5 niveaux, notamment cette description partielle du territoire utilisé, les caractéristiques principales du réseau de drainage, bien sûr les précipitations qui représentent le facteur principal de tout le système. Et puis, finalement, vous avez aussi les interventions de réduction des risques, les solutions qui existent, et puis la création de règles de gestion spécifiques pour la gestion du système de drainage ou pour les interventions en elles-mêmes. Alors, comme je l'ai déjà dit auparavant, ces piliers soutiennent l'essentiel du système, le cœur du système qui se fonde sur le modèle hydrologique hydraulique sur la base de l'EPA. Et par le biais de ce modèle, nous pouvons performer des simulations pour les scénarios actuels, c'est-à-dire les véritables scénarios, les scénarios réels, et aussi afin d'évaluer le risque d'inondation réel. Et puis, nous pouvons également avoir des simulations des scénarios post-intervention et donc du risque résiduel. La méthodologie adoptée est brièvement décrite dans ce graphique que vous voyez à l'écran. Plus particulièrement, on peut résumer cette méthodologie en 6 étapes principales. La première étape, je ne sais pas si vous voyez mon écran, mes flèches ici correctement, la première étape est représentée par les blocs verts où l'analyse de la zone urbaine et l'évaluation de l'urbanisation. Ensuite, ces éléments, avec le régime de précipitation, sont les facteurs de contribution principaux à la modélisation hydrologique hydraulique. Sur cette base, nous pouvons évaluer et performer une véritable analyse de risque hydraulique. Ensuite, nous passons à la deuxième phase, si je puis le dire, dans laquelle les interventions de solutions fondées sur la nature sont conçues. Donc, nous passons au deuxième bloc principal. Ici, nous devons bien sûr inclure les mêmes informations en termes d'utilisation territoriale et de régime de précipitation. Et puis, nous pouvons à nouveau avoir une modélisation hydrologique et hydraulique. Les résultats finaux se trouvent ici dans le bloc en bas, celui que l'on appelle performance ou résultat, où nous pouvons obtenir les risques de l'analyse hydrologique et hydraulique. L'analyse de risque en particulier est réalisée par le biais de 2 indices qui peuvent décrire
les conditions de fonctionnement hydraulique naturel. Alors, vous pouvez voir ici à gauche de la diapositive une section hydraulique d'un pipeline dans des conditions optimales de surface libre, et puis une représentation graphique du nœud qui est la jonction entre la surface où les inondations ont lieu et ce que l'on trouve en dessous de la surface avec le système de drainage, le réseau de drainage. L'indice de pression sur le réseau est évalué comme le ratio entre le nombre de conduites dont le remplissage maximal est supérieur à 0,8 par rapport au nombre de conduites total. Alors que l'indice de nœuds d'inondation est évalué comme le ratio entre le nombre de jonctions qui sont inondées par rapport au nombre total de jonctions. En outre, la réaction hydrologique au niveau du bassin versant est analysée par le biais d'une analyse spatiale du coefficient de ruissellement et par le biais de l'évaluation du pic du débit maximum et du volume de ruissellement total au niveau du point de sortie. Comme vous pouvez le voir, l'utilisateur peut sélectionner plusieurs solutions basées sur la nature. Et dans cette plateforme, nous avons sélectionné un nombre limité, mais nous mettons en œuvre et élargissons le potentiel de ces plateformes dans un projet que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement et qui représente un projet qui peut être capitalisé sur le projet précédent. Donc, au sein de la version d'origine, nous avons pu mettre en œuvre des solutions de toiture verte ainsi que de pavage perméable. Et enfin, nous avons aussi des systèmes de recyclage de l'eau. Et vous pouvez voir qu'il est possible de définir le pourcentage de zones d'installation par rapport à la zone totale. Bien entendu, les nombres d'options sont limités et dépendent de l'utilisation des sols et ses caractéristiques, et notamment du pourcentage de la phase initiale d'intervention. Et cela, évidemment, dépend aussi de la topologie et des types de solutions d'atténuation. En ce qui concerne l'analyse des risques résiduels, il y a deux index de performance que l'on peut évaluer qui comparent les conditions du réseau en utilisant donc les index précédents que j'ai montrés et les réponses hydrologiques et de bassin versant. Notamment, nous avons mesuré la réduction de pourcentage relatif du nombre de conduites avec un remplissage maximum. Et ces représentations graphiques vous permettent d'avoir une visualisation rapide des bénéfices des solutions sélectionnées qui est représentée par la zone dans ce graphique. Donc, quelques mots sur les études de cas que vous trouvez sur Internet et qui sont mises en œuvre au sein de cette plateforme. Au sein de cette plateforme, vous pouvez ainsi trouver des analyses qui ont été faites sur des solutions élaborées sur des bases de la nature et qui sont spécifiques et orientées par site. Et nous avons ainsi fourni des exemples pour chacun des territoires de nos partenaires qui sont engagés dans ce projet. Donc, vous avez ici, nous avons 4 exemples et pour chacun de ces exemples de nos partenaires, bien entendu. Donc,
Donc, je ne vais pas avoir le temps de tout illustrer, mais je vais juste montrer quelques échantillons avec l'exemple qui est lié à ce que nous faisons en Ligure à l'heure actuelle. Et notamment, vous pouvez voir ici les différentes étapes qui ont été mises en œuvre pour cette étude de cas, en commençant par l'analyse des zones urbaines, pour laquelle nous avons défini l'utilisation des sols et toutes les caractéristiques des drainages, du système de drainage, d'évacuation des eaux. Et puis ensuite, dans une deuxième étape, nous avons fait une prise en compte des précipitations que nous avons modélisées grâce à ces graphiques. Et vous pouvez voir que l'on se concentre sur les périodicités qui est limitée, puisqu'on a des périodicités pendant lesquelles nous avons élaboré ce réseau d'évacuation des eaux. Et vous pouvez ensuite regarder la carte des conditions de risque d'inondation basée sur une périodicité de 10 ans. Et vous pouvez voir ensuite quelles sont les valeurs de stress hydraulique au sein du réseau de tuyauterie ou de conduite. Et ce risque hydraulique est évalué de manière quantitative en utilisant les index basés ou en matière, plutôt par rapport au stress du réseau d'index par rapport à celui d'inondation. Enfin, nous considérons le potentiel de l'élaboration d'intervention dans la zone concernée, les zones concernées, notamment en prenant en compte la procédure qui part du bas vers le haut, avec l'implication des citoyens dans cette approche, car elle est cruciale. Nous avons imaginé que la typologie la plus intéressante d'intervention est représentée par le système d'évacuation des eaux domestiques, et cela se fait grâce à des enquêtes qui sont faites auprès de toutes les parties prenantes de la zone. Donc, les systèmes du système d'évacuation des eaux de pluie ont été donc spécifiquement élaborés pour chacun des ouvrages, et des simulations ou des modélisations seront mises en œuvre après que nous ayons mis en œuvre ces solutions. Et nous prenons en compte aussi les conditions initiales, les conditions complètes hydrauliques de la ville, bien entendu, puisque notre cible, c'est d'être préparé en ce qui concerne des événements de pluie conséquentes et intenses. Et il faut donc pouvoir contrôler ces réservoirs, ces ouvrages hydrauliques, et de pouvoir donc les contrôler avec une technologie en temps réel afin de pouvoir avoir un système qui soit préparé et donc que les réservoirs soient vidés en cas de ce type d'événement soudain. Et cela vous donne un exemple clair des solutions à multiservices. Et maintenant, je vais passer aux résultats. Et donc, on a l'analyse de performance qui sont représentées par des tracés radars que vous voyez sur la droite. Et vous pouvez réaliser très rapidement que l'analyse de la performance confirme que les systèmes de capture des eaux domestiques ont permis de réduire de manière significative les risques d'inondation. Et cela, bien entendu, est mesuré par la taille. En violet,
vous avez, comme vous pouvez le voir, que cela est maximisé si vous avez des réservoirs qui ont été vides, qui sont vides. Sinon, on a des comportements similaires qui sont observés pour les performances hydrologiques. Effectivement, lorsque les réservoirs sont pleins dans leurs conditions initiales, alors les index sur la restauration hydrologique sont notables pour seulement une périodicité de 2 années. C'est le radar que vous pouvez voir sur la gauche. Donc, les analyses des performances nous révèlent que les systèmes de DRWH, donc de systèmes de récupération de l'eau domestique, sont très utiles et devraient être promus au sein des décisionnaires afin de pouvoir introduire une évaluation quantitative de leur performance hydraulique de ces systèmes en fournissant des résultats simples qui sont nécessaires pour combler les lacunes existantes entre les manuels techniques et les orientations. Et si l'on passait maintenant à la conclusion et les objectifs qui ont été réalisés à travers le projet Trigo représentent le point de départ pour promouvoir la mise en œuvre de solutions basées sur la nature au niveau des bassins versants, à l'échelle des bassins versants, mais bien entendu, ces solutions nous donnent plusieurs bénéfices pour les communautés qui doivent être pris en compte comme élément central pour réaliser la résilience des inondations urbaines. Ce type de solution, effectivement, inspirée et soutenue par la nature, permettent d'avoir des services écosystémiques et permettent de renforcer la résilience aux inondations. Bien entendu, il faut prendre en compte les effets du changement climatique ainsi que des croissances urbaines, que la continuation de la croissance urbaine dans le développement ou dans l'élaboration de nos outils d'aide à la décision afin d'aider de manière efficace la conception de villes qui soient résilientes aux inondations urbaines. Et merci beaucoup de votre attention. Et je suis désolé d'avoir un petit peu plus de temps que prévu. Non, aucun problème, Hilaria. De toute façon, c'est tellement passionnant qu'on est accroché à vos paroles. Je tiens en revanche à excuser Charles qui a dû partir parce qu'en fait, il a déjà un quart d'heure sur la réunion qui suit. Mais bon, de toute façon, le webinaire, comme vous le savez, est enregistré et nous en ferons une retranscription. Et évidemment, les enregistrements sont à votre disposition pour autant que les orateurs le permettent, et bien sûr. Moi, j'ai une petite question, Hilaria, parce que, alors, donc, on se rend compte que le programme Trigo, alors, le programme Trigo s'est développé sur plusieurs années en collaboration avec les pays frontaliers et puis les 2 îles qu'on a vues aussi. Et les images que vous nous avez montrées, notamment en Sardaigne, sont révélatrices, effectivement, que tous les territoires de Méditerranée sont touchés par ces inondations catastrophiques. Est-ce qu'aujourd'hui, ce programme Trigo, il trouve une application de terrain sur une localité, qu'elle soit rurale ou urbaine, peu importe, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a pu commencer à percevoir justement les premiers résultats de Trigo? I mean, as I mentioned, fortunately, Comme je l'ai dit, heureusement, nous en sommes qu'à la première étape, mais cela nous permet d'avoir des exemples sur ces mesures directes, ce que font la mise en œuvre de solutions basées sur la nature et que cela véritablement soutient les autorités locales dans la planification, dans la phase de planification, car nous pensons que nous n'avons pas seulement d'espace pour mettre en œuvre ces solutions, mais aussi un soutien financier, car ces solutions sont efficaces uniquement si elles sont disséminées partout, dans tout le bassin versant. Et nous ne pouvons pas prendre en compte de manière réaliste de pouvoir changer
tous nos territoires en quelques années. Et donc, l'objectif est de se concentrer sur les zones où il y a des problèmes de drainage, d'évacuation des eaux qui sont plus fréquents. Et donc, d'essayer d'imaginer quel nœud ou goulot d'étranglement et quel premier niveau d'intervention nous devons agir pour réduire petit à petit la pression sur ces réseaux d'évacuation des eaux. Et l'idée finale, bien entendu, est d'essayer d'être résilient. Et notamment parce que malheureusement, nous avons de plus en plus de scénarios de précipitations importantes qui sont amenés par les changements climatiques et qui sont indiqués par les rapports sur le changement climatique. Donc, cela devrait être véritablement l'objectif. Donc, vous introduisez, Ilaria, une nouvelle donnée dans l'équation. On a besoin de temps, on a besoin d'espace, mais on a besoin de financement aussi. C'est ça. Les investissements ne sont pas neutres et à chaque fois, il est nécessaire justement de bien repenser, de bien recalibrer finalement alors, et les infrastructures et l'environnement, enfin, et l'écosystème, je dirais, pour faire en sorte d'abord d'être plus proche des solutions fondées sur la nature et ensuite d'avoir une réduction du risque, puisque et vous avez tout à fait raison de le dire, hein, le risque zéro n'existe pas. Et j'ai bien aimé justement ce différentiel que vous avez mis en avant sur le risque acceptable et le risque résiduel. Et aujourd'hui, le problème, c'est que si on est dans le cadre du risque acceptable, eh ben, on est quand même inondé, quoi. Voilà. Yeah, unfortunately, yes. Malheureusement, oui. Et je pense que même la population doit être consciente de ces réalités. Et ce n'est que si nous informons la population de ce que cela implique en termes pratiques, ce que les risques acceptables impliquent, elle saura comment y faire face, comment gérer les choses pendant ce type d'événement. Et donc, je pense que ce type d'intervention non structurelle est très importante, oui, pour réduire les risques généraux. OK, bien sûr. Alors, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup dans les présentations qui se sont enchaînées ce matin, c'est justement cette capacité d'abord à se rendre compte que finalement, la rivière restera la gagnante, de toute façon. Ça, c'est sûr. On a beau essayer de construire, et des murs, d'ailleurs, on l'a bien vu avec Marc, les murs, on est obligé de les repousser de plus en plus. Et puis, les murs ne sont pas la solution pour les crues qui reviennent tous les 100 ans. Ça, on le sait. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, on se rend compte justement des initiatives, que ce soit des initiatives au niveau du bassin, hein, puisqu'on l'a bien vu, et j'ai beaucoup aimé la présentation de Marc, effectivement. Vous vous souvenez, le dernier slide, où il montre qu'en fait, quand il y a ces énormes inondations qui viennent et qui génèrent de la pollution vers l'Albufera, donc, du coup, ils ont mis en place tout un système de drainage, de récupération des eaux noires qui retournent vers une installation de triage. Et on se rend bien compte donc que quelle que soit l'échelle du territoire, finalement, les solutions, elles sont posées, mais elles restent incomplètes. Et c'est ça, je pense qu'il faut, enfin peut-être ce sera le mot de la conclusion, parce qu'il n'y a pas énormément de questions en fin de compte. Hein. C'est que je crois qu'il faut savoir rester humble, mais il faut aussi être en mesure de préparer les choses. Et c'est ça qui est fondamental. Et les programmes comme celui de Trigo est vraiment un programme fondamental parce que d'abord, il est situé dans une zone qui est extrêmement menacée par ces problèmes et de pollution et de sécheresse, hein, et d'inondation. Et on se rend compte que si on ne fait rien, de toute façon, il se passera ce qui s'est passé à La Roya ou ailleurs. Est-ce que Ilaria, vous souhaiteriez dire une dernière chose en conclusion avant… Ah, si, attendez, j'ai une petite question voilà, qui est arrivée. J'ai une question pour Marc Garcia. Alors, je ne sais pas si Marc est encore là, parce que lui aussi nous avait dit donc c'est Amar Amir. Alors,
comment je peux faire? Vous pouvez le… Est-ce que je peux vous donner… Oui, je vais essayer de vous donner la parole, monsieur Amar Amir, pour que vous posiez votre question. Alors, attendez voir. Il faut que je fasse comme ça. Voilà. Permettre de parler. Allez-y, monsieur Amar Amir. Vous pouvez parler si vous voulez. Allô, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, j'ai apprécié beaucoup vos présentations et toutes les présentations qui ont été avancées. J'ai juste une question pour Monsieur Marc Garcia. Il a présenté des solutions pour se protéger des inondations. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment d'autres solutions à part de sacrifier, parce qu'il a parlé de sacrifier certaines parties de la ville, notamment des terrains agricoles au niveau je pense, du deuxième projet, du deuxième exemple qu'il a présenté. J'aimerais savoir, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres solutions à part de sacrifier une partie de terrain agricole, notamment dans une ville? Alors, merci pour votre question, monsieur Amir. Merci à vous. Enfin, le bon sens m'autoriserait à dire que s'il y avait d'autres solutions, forcément, elles auraient été mises en œuvre avant d'aller saisir des terrains qui sont des terrains publics, en fin de compte. Et donc, et là, la chance, en quelque sorte, que rencontre la Confédération du Jukal, c'est que ce sont des terrains publics. Donc, c'est juste un deal avec la mairie. Quand ce sont des terrains privés, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué. Mais peut-être, j'aimerais bien que, puisque Marc, à mon avis, a dû nous quitter, j'aimerais bien que Hilaria puisse répondre. Alors, Hilaria, si vous avez la réponse, évidemment, hein, est-ce qu'il y a d'autres solutions que celle, justement, de sanctuariser et de sacrifier des terrains quand on a des inondations de cette nature? Oui, alors comme vous le savez, réduire les risques a un coût, bien sûr. Et donc, la question reste la même. Au début, la zone qui était une zone naturellement inondable et on a commencé à l'utiliser pour le développement urbain, pour l'urbanisation. Et donc, on doit se souvenir de cela. On a utilisé une zone naturelle dont le fleuve ou la rivière a besoin pour sa réaction hydrologique naturelle. Autre chose, mais bien sûr, on ne peut pas détruire nos constructions urbaines. En Ligurie, par exemple, on a de nombreux exemples où le fleuve a été complètement recouvert. Et aujourd'hui, malheureusement, cela fait partie aussi du système du village en termes d'eau en soi. Et donc, la question, c'est que parfois, il n'y a pas de bonne façon pour mettre en place, pour créer des infrastructures comme des canaux de récupération des eaux pour diminuer le risque d'inondation. Et on doit également repenser notre aménagement urbain et considérer des zones multiservices qui peuvent être inondées sous certaines conditions bien contrôlées, bien gérées. Donc, on doit ici changer notre approche et considérer que l'on doit vivre avec les inondations, mais que l'on doit vivre avec ces dernières de façon contrôlée pour pouvoir limiter les impacts sur les êtres humains et sur l'économie simplement de la zone urbaine. Alors, je vois que Marc est de retour, donc je vais lui donner la possibilité de répondre à la question. Je pense qu'il faut lui répéter la question. Marc, est-ce que vous avez besoin qu'on répète la question? Oui, s'il vous plaît, parce que j'étais au téléphone. Pas de problème. En fait, M. Amar Amir disait la chose suivante, il disait, mais finalement, et d'ailleurs, Hilaria a proposé une réponse tout à fait logique, mais finalement, est-ce qu'il y a d'autres solutions
que de sanctuariser et de récupérer des terres pour permettre justement l'inondation des rivières et des fleuves en crue. Est-ce qu'il existe d'autres solutions? Hilaria nous a rappelé, juste pour que ce soit bien présent pour tous, c'est que finalement, la rivière ne fait que récupérer ses propres terrains, ceux dans lesquels elle s'écoulait avant qu'on urbanise. Bien sûr. En fait, en Espagne, on a un strict régime d'autorisation, c'est-à-dire quand on veut construire près de la rivière, il faut avoir une autorisation de la commissariat de l'eau, une autorisation mienne. Et le problème, c'est que la loi est de 1985. Avant, il n'y avait pas cette prévision. Et c'est vrai que dans le temps, on a eu une urbanisation qui a été en train de prendre de la place à une rivière chaque fois plus petite. Et c'est maintenant quand la rivière vient avec des grandes crues qu'elle essaye de récupérer. Alors, c'est pour cela que nous, dehors l'espace urbain, on essaye de récupérer et faire, même artificiellement, des zones d'inondation, comme celle que j'ai montrée de la zone d'usine. Et même artificielle, faire des wetlands artificiels pour récupérer un espace que après il n'y en a plus. Mais c'est vrai que ce sont des solutions pour le court terme, pour des périodes de retour courtes. Pour des grandes périodes de retour, même si on fait des petites actuations de récupération de la rivière, c'est difficile parce que contre l'urbanisme, on ne peut pas… c'est-à-dire, il faut mettre dans un bilan l'urbanisme qu'il y a déjà dans le tableau de jeu et aussi les inondations. Et alors, pour cela, c'est vraiment difficile. Pour moi, d'ailleurs, le plus difficile, c'est la gestion avec les gens qui vivent. Pour les gens qui sont propriétaires près de la rivière. Parce qu'on pourrait gagner beaucoup de place à la rivière, mais le problème, c'est la disponibilité des terrains. Si on n'a pas une disponibilité des terrains, c'est impossible. Alors, la grande expérience à Cuenca, c'est que la place était municipale. Ou public. En fait, on a parlé d'un hôpital, l'hôpital était public, alors le jardin et le parking de l'hôpital, on l'a enlevé, mais c'était public, alors c'était plus facile. Et l'autre zone où on a fait le parc inondable, c'était de la mairie, c'était une zone dégradée de la mairie. Alors, quand on a des zones publiques, c'est plus facile. Dans le deuxième exemple que j'ai pris, des usines, on a des zones très dégradées, que c'est la mairie qui les a achetées, mais il y a d'autres zones qui ne sont pas dégradées et c'est la mairie qui doit les exproprier. On leur a dit, nous on peut faire le projet, on peut faire l'ouvrage, mais te casser avec les gens qui sont propriétaires, c'est un travail de la mairie, on ne va pas le faire nous. Bien sûr. Bien sûr. Et puis pour ça, il faut une force, une puissance régalienne, et ça, vous n'en disposez peut-être pas encore. Alors, je voudrais, on va conclure, parce que là, pour le coup, on a bien dépassé, mais franchement, c'est passionnant. On va conclure avec deux choses. Une question pour vous, Hilaria, qui vient de Madame Gegam, et puis j'ai vu que John avait levé la main aussi. Donc, la question de Madame Gegam pour Hilaria, parce que je pense que c'est vraiment vous qui êtes concernée, qui dit la chose suivante: pour la gestion des fleuves transfrontaliers qui traversent des villes dans les pays, dans les pays différents, est-ce que, par exemple, une action de protection des tissus urbains pourrait causer la sécheresse dans un autre? Ça, je pense que c'est extrêmement intéressant, effectivement. Est-ce que le programme Trigo a prévu quelque chose pour ça? Ouais, pardon. Allez-y. Alors, non, puisque nous, on travaille à différentes échelles. Comme je l'ai mentionné,
On travaille principalement sur les échecs hydrauliques du système de drainage, sur les inondations pluviales, mais on a aussi d'autres expériences dans un autre projet Interreg, Concerto, qui se concentrait sur le fleuve Roya, qui est un grand fleuve qui a été développé principalement sur le territoire français et puis qui a sa dernière intersection dans notre région en Italie. Et ce fleuve est également une source importante en termes de ressources en eau pour les deux régions et c'est aussi une zone une réserve intéressante pour le pouvoir, pour l'électricité hydraulique notamment. Et donc, la gestion de ces fleuves, de ces bassins transnationaux est vraiment essentielle puisque nous devons bien sûr réfléchir au système dans son ensemble, à la réaction du système dans son ensemble. Donc, si je mets en place des solutions en amont, je dois également penser aux effets que j'aurai en aval. Et donc, je pense que c'est très important d'avoir des autorités nationales souveraines qui ont un contrôle sur la gestion de ces différentes régions, puisque le problème potentiel, en tout cas, ce serait de déplacer les risques d'inondation en amont ou en aval en fonction de la solution qui est choisie dans les différentes zones. Mais je pense que c'est une grande problématique à laquelle on doit encore répondre. Merci. Mais Hilaria, de toute façon, si j'ai bien compris, le programme Trigo, c'est justement un programme qui priorise la coopération interfrontalière avant même justement de favoriser les échanges de savoir-faire entre les régions. On est bien d'accord, c'est la priorité des priorités. Yeah. OK. Et puis, dernière question. Absolument. Donc, oui, pardon, merci. Dernière question, donc, avant de boucler. Donc, John Parpal, si tu veux bien prendre la parole, tu as la parole là. Non? Oui. John? Oui. Non. Bon, on n'aura pas la question de John. Je vais revoir s'il l'a écrite. Non, il ne l'a pas écrite. Eh bien, je propose donc, désolé, enfin Juan, pardon, désolé pour le petit contretemps. Donc, je souhaitais vraiment tous vous remercier pour votre participation, pour le fait d'avoir suivi ce webinaire. On est monté jusqu'à 40 pendant un moment. Bon, là, ça descend un peu, mais c'est normal parce qu'il est tard. Merci vraiment à tous nos orateurs, à Hilaria, Najet, Marc et Charles. Merci beaucoup aux interprètes aussi, puisqu'on a dépassé le temps. Et merci à Inès qui a préparé en coulisses et toujours avec beaucoup de sérieux ce webinaire. Donc, nos prochains rendez-vous, les rendez-vous avec l'Avitem, donc c'est le 10 novembre pour un webinaire sur l'énergie et notamment justement sur comment faire face aux problématiques qui vont se présenter cet hiver, sachant que peut-être qu'une des solutions, c'est en dehors de la sobriété énergétique, c'est le mix énergétique. Donc, on aura des experts qui viendront nous parler d'Algérie, du Maroc et du Liban. Donc, ça promet d'être particulièrement passionnant. Le 12, samedi 12, dans le cadre de COP27, donc notre directeur général Philippe Meunier s'exprimera sur la difficulté d'avoir accès aux ressources en Méditerranée. Donc, ce sera en visioconférence. Le lien vous sera transmis assez rapidement.
Et puis, notre dernier webinaire de l'année avec Euroméditerranée, le 23, traitera des formes urbaines. Donc, de toute façon, avec Inès, nous vous ferons passer les informations relatives à l'ensemble de ces sujets en temps et en heure pour ne pas trop vous charger. Merci beaucoup pour votre participation. Nous sommes extrêmement heureux de vous avoir tous reçus ce matin et soyez prudents avec les inondations. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous et au revoir.